Merci. Pour continuer sur cette session parentalité et Huntington, je vous propose de passer à l'intervention qui concerne la communication avec les enfants. Monsieur Matt Ellison s'excuse, n'a pas pu faire le déplacement, mais nous remercions Monsieur Albert Kounet de le remplacer. Monsieur Kounet, vous êtes donc président du conseil d'administration de la Ligue Huntington franco-belge, actif comme représentant des patients partout où c'est possible, souvent sur mandat de la Ligue des utilisateurs des services de santé pour la sensibilisation des maladies rares, maladies chroniques, et également, lorsque vous avez du temps libre, vous êtes cycliste amateur. Je vous laisse compléter les plein d'autres choses. On va quand même revenir en arrière pour commencer, on verra si ça marche comme ça. Mais donc, on avait demandé, Matt Ellison est un Écossais, membre d'une grande famille pleine de malades Huntington. Et il y a 8 à 10 ans, Matt a été à l'initiative de ce qui a été HDYO, HDYO, qui est Huntington par les jeunes pour les jeunes, parce que membre d'une grande famille, il avait pris conscience qu'il était indispensable de parler aux jeunes autrement. C'est pas seulement beaucoup parler aux jeunes, il faut beaucoup parler aux jeunes, mais il faut parler aux jeunes dans un langage que les jeunes comprennent. Et c'est pas toujours évident. Hein. Je ne sais pas si beaucoup ici étaient des grands lecteurs de Pif Gadget. Je crois que les jeunes aujourd'hui seraient plutôt à des mangas ou encore à autre chose que même à mon grand âge, je ne connais pas encore. Donc, Matt Ellison devait venir. Matt Ellison, malheureusement, sa santé s'est détériorée. Il est malade. Sa santé s'est détériorée. Et j'ai accepté d'être l'orateur de substitution. Donc, ce n'est pas mon exposé, c'est le sien. Quelques commentaires que j'ai ajoutés. Son exposé avait déjà été préparé pour le colloque initial en 2020, vous voyez. J'ai oublié de changer la date. Et à l'époque déjà, Matt allait faire son exposé en anglais. Et je l'avais traduit déjà pour que vous puissiez avoir un peu de confort et voir, comprendre à la lecture ce qu'il allait vous dire dans la langue de Shakespeare avec l'accent écossais, ce qui n'était pas toujours évident. Et j'ai corrigé en dessous, vous voyez, on est bien aujourd'hui en 2022 et tout, mais j'ai oublié de corriger sur la première page la date. Donc voilà. Autre petit détail, je ne suis évidemment pas président de l'association Huntington franco-belge, ou pas encore, enfin je ne sais pas, je me présenterai peut-être aux prochaines élections, on verra. Je suis président de l'association francophone belge. Parce qu'en Belgique, le pays étant ce qu'il est et étant bilingue, il y a 2 associations sœurs, on se parle, on collabore autant que possible, mais pas dans la même langue. Et donc, moi, je ne suis que la partie francophone qui est la plus petite. Nous existons à peu près depuis le même moment où le gène a été découvert. Donc, nous existons depuis 25-27 ans, alors que l'organisation flamande, nos frères du Nord, comme nous disons, existe depuis quasiment 50 ans déjà. Donc, une beaucoup plus grande expérience de la Ligue Huntington. Bien, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas psychologue, personne n'est parfait. Donc, je suis juste une personne et je suis un orateur de substitution, comme je l'ai dit. Je pense que Mme Van Leuven a tout dit et que les questions complémentaires et les remarques qui ont été faites par le docteur Guetta et le docteur Gelidi ont évidemment encore complété ce qui avait déjà été dit. Donc, en fait, tout ce que Matt avait préparé a déjà été dit et de beaucoup plus belle façon dans un contexte bien meilleur. Mais on va faire ce qu'on peut pour rattraper. Et notamment, le premier point déjà, c'est que quand on dit il y a des maladies et puis il y a des accidents, etc., Huntington, c'est un peu tout à la fois. Hein. Se rappeler que Huntington, les troubles sont moteurs, ils sont cognitifs et ils sont comportementaux. Et donc, quand on se met à parler, si on veut se mettre à parler aux enfants et à la famille, je devrais peut-être parler plus donnez-moi, parce que je n'arrêterai pas de bouger sinon. Merci. Je dois regarder mes papiers en même temps, oui. Donc, les troubles sont moteurs, ils sont cognitifs et ils sont comportementaux. Ça veut dire que dans le discours qu'on tient aux enfants, il faut quand même tenir compte des différents aspects qui vont se présenter. Bien, les thèmes de discussion, pourquoi parler aux enfants? Premier point. Le second, comprendre qui, quand, comment et quoi dire. Qui parle, comment on parle, quoi dire aux enfants à propos de la maladie de Huntington. Bien comprendre les émotions des enfants. Madame Van Leuven m'a extrêmement bien aidé en parlant de façon
très, très substantielle. Donc, bien comprendre que les enfants ont des émotions, et même quand on ne les voit pas, il y a aussi un body language qui permet de se rendre compte qu'ils ont des sentiments à propos de situations. Comprendre aussi que la situation n'est pas la même aux différents âges. Il y a différents âges, il y a différents stades de la maladie, différents âges des enfants pour leur en parler, et puis quelques approches pour partager l'information. C'était plutôt l'expérience que Matt avait mise, avait couché sur papier. Bien, donc quand on dit pourquoi parler aux enfants de la maladie d'Huntington, parce qu'un enfant, en fait, il a le droit de tout savoir. Savoir tout ce qui affecte sa famille, parce que si on ne lui dit pas, il va l'apprendre, il va s'en rendre compte et il va perdre confiance. Et un jour, il vous le reprochera. Il se passait quelque chose et on ne me l'a pas dit. Les enfants sentent quand quelque chose ne va pas. Les enfants on dit les enfants, ils ont des antennes. Ils sentent quand quelque chose ne va pas et ils pourraient avoir des craintes pires que la réalité si on ne les a pas informés. Ils pourraient aussi avoir le sentiment qu'ils ont fait quelque chose de mal, que c'est de leur faute. Il faut aussi recontextualiser parce que si on ne leur en parle pas, ils peuvent se mettre à penser que merde, c'est vraiment encore plus grave que ça, c'est même trop grave pour qu'on en parle. Donc, bien se mettre tout ça en tête, il faut parler aux enfants de la maladie de Huntington. Je me demande si quelque part ce n'est pas une obligation légale en France, mais je ne suis pas juriste non plus. Je crois que quand la maladie est connue dans une famille, il y a une obligation légale de communiquer aux personnes à risque. D'une certaine façon. Nous n'avons pas ça en Belgique. C'est une obligation qui peut être morale, mais ce n'est pas une obligation légale chez nous. Et je ne sais pas si elle concerne les enfants au sein d'une famille, ce qui compliquerait encore certainement l'application de la loi. Mais enfin, ne pas le perdre de vue. Et pourquoi leur parler aussi pour les préparer progressivement? La maladie de Huntington, elle est dégénérative. Donc elle va évoluer. Et donc ne pas en parler tôt assez, c'est s'obliger à en parler plus tard, dans un contexte qui sera devenu beaucoup plus compliqué. Donc, bien préparer progressivement à l'évolution, parce qu'à l'arrivée, c'est pas joli les malades, pour ceux qui les ont déjà vus de près. Donc, autant préparer progressivement l'enfant à ce qu'il risque d'être préparé et de façon à ce qu'il l'accueille de façon naturelle et spontanée. Leur permettre de résister à des situations désagréables qui peuvent arriver, de voir d'autres enfants mimer leurs parents malades et mimer ce que Zahid Jedid faisait tellement bien quand il mimait la Corée. Voir d'autres gosses qui miment la Corée de votre père, c'est pas marrant. Les enfants savent être cruels, c'est bien connu. Donc, parce qu'ils pourraient apprendre la vérité via une autre personne, ou une conversation, ou une fuite, ou quelque chose qui se dit entre les parents ou entre voisins. Leur parler, ça permet aux parents de ne plus devoir se cacher. On ne peut plus dire, ouf, attends, le petit écoute, on ne peut plus en parler ou en parler avec des voisins. Donc, c'est important, éviter de mentir. Oui, papa est malade, oui, maman est malade. Donc, pas perdre de vue que les enfants ont une grande capacité pour affronter des situations très, très difficiles. Ils sont venus au monde, hein, c'était quand même une sacrée épreuve, apparemment. Je ne m'en souviens pas très bien, mais il paraît que c'est un événement tellement important dans la vie et ils ont su l'affronter. Donc, cette capacité à affronter les situations, c'est parce que pour un enfant, je parle un peu sous le contrôle des psys, mais un enfant n'a pas peur. La peur n'est pas un sentiment inné. La peur est un sentiment acquis. La peur, c'est des choses qu'on leur code. C'est comme les petits animaux. Les petits animaux n'ont pas peur. Ils viennent vers vous. Les petits enfants, ils viennent vers vous. Enfin, laissez venir à moi les petits enfants, c'est pas qui a dit ça, mais enfin, c'est un type bien intentionné, il paraît, celui-là. Donc, ne pas craindre de forcer quelque chose parce que les enfants peuvent absorber tout. On peut tout dire. Évidemment, pas n'importe comment, pas n'importe quand, mais je pense qu'il n'y a pas de restriction à ce qu'on peut leur dire. C'est aussi les préparer à prendre des décisions qu'ils seront amenés, eux, à prendre plus tard dans leur vie. Je regarde si je suis toujours dans la ligne, oui. Donc, plus tard dans leur vie. Parce que mieux ils seront informés, mieux ils se placeront dans une évolution et mieux ils prendront les bonnes décisions quand elles se présenteront à eux. Je pense aussi que les informer tôt est une manière progressive de lever le tabou. Ça permet de vulgariser l'approche et la connaissance de la maladie.
Améliorer la connaissance est un pas vers la reconnaissance. Et tout ça commence le plus tôt possible. Mieux les enfants sont informés, mieux leurs petits copains seront informés, mieux les parents de leurs petits copains auront l'information, etc., etc. Donc, inscrire tout ça dans un planning et dans un concept. Qui doit parler aux enfants? Tout qui peut le faire. Quelqu'un en qui l'enfant a confiance. Attention au contexte familial. S'il y a conflit dans le contexte familial, que papa-maman ne s'entendent pas et que c'est la partie qui ressent de l'agressivité qui va communiquer à l'enfant, oh, ta mère elle a encore fait, ou ton père a encore fait, mais ton père est malade, ta mère est... Bref. Donc, tenir compte quand même du contexte familial, mais sinon, idéalement, la personne malade est tout indiqué si elle a la capacité de parler, l'autre conjoint, un membre proche de la famille, ce sont des pistes intéressantes. Évidemment, tenir compte aussi du statut personnel de l'enfant, si vous le connaissez. Est-il à risque ou n'est-il pas à risque? Ce n'est pas la même chose de lui dire je vais évoluer et toi aussi. Ce serait plus facile de lui dire je vais évoluer mais toi pas. Donc quelque part aussi, si c'est possible, tenir compte de son contexte personnel et, comment je vais dire, aussi de l'évolution prévisible de la personne qui parle. Ne pas dramatiser. On sait, le professeur Constant disait, dans une famille Huntington, le ressenti à un moment, c'est l'enfer sur Terre. Professeur Antoine, pardon, c'est l'enfer sur Terre. Ce n'est pas une raison pour dramatiser l'exposé. Finalement, Huntington, ce n'est qu'une maladie. Et des maladies, il y en a plein. Et c'est une maladie grave, elle est très désagréable. Il y en a d'autres. Et qui ne sont pas mieux. Ou à peine, ou à peine. Donc, quelque part, ne pas non plus dramatiser, ne pas lui gonfler la tête avec des craintes qu'il n'est pas nécessaire d'avoir. Et puis, si vous n'en sortez pas dans la famille elle-même, avec un proche, avec un membre un peu plus éloigné de la famille, évidemment, on peut toujours recourir aux équipes professionnelles qui travaillent dans l'environnement des familles. Il y a les ligues, je veux dire, nos infirmières sociales. Donc, on appelle ça les assistantes psychosociales de la Ligue. Le titre est un peu plus long, ça fait un peu plus chic. Mais ce sont des fonctions qui permettent de parler, de communiquer, de partager de l'expérience. Donc, il y a moyen de trouver des bons transmetteurs d'informations et qui ont déjà acquis une certaine expérience si les parents ne se sentent pas de taille à le faire eux-mêmes. Puis on en vient à un autre moment. Quand dois-je parler, quand dois-je, à mon âge, mes enfants, bref, quand dois-je parler à mes enfants? On dirait à tout âge, à tout âge. Un enfant peut tout comprendre. Il comprend bien quand on lui fait un sourire, il comprend bien quand on lui apporte son biberon chaud, il comprend les choses, il comprend les situations. Donc on dirait à tout âge, mais avec quelques balises. Raisonnablement, quand il peut comprendre. Par exemple, quand il a reçu son premier smartphone. Parce que si vous ne lui donnez pas l'information à ce moment-là, il ira la chercher tout seul et Dieu sait, non Dieu pas, et quelqu'un seul sait ce qu'il va y trouver. Donc, quand il a son premier smartphone, attention aux Facebook, réseaux sociaux, etc. Donc, à ce moment-là, il est bien qu'il ait déjà un minimum d'informations. Je mets une grosse balise, c'est peut-être à titre personnel que je le fais dans ma réflexion, mais quand il est en âge de se reproduire, il faut qu'il sache ce que c'est, ce que ça peut devenir, comment ça se transmet, comment ça peut arriver. De façon non dramatique, le cas échéant, c'est toujours très gai de se reproduire, mais quand même qu'il en connaisse les conséquences éventuelles. Donc à ce moment-là, il est important qu'il le sache, et aussi selon la probabilité d'évolution du parent malade. Si la probabilité d'évolution du parent malade est à court terme, selon statistiquement le nombre de triplés dont il est affligé, il est bon de ne pas attendre que le malade soit en très mauvais état pour commencer à lui dire, tu sais, papa ou maman sont malades. Il l'aura déjà bien vu bien avant. Donc, quelque part, à ces moments-là, tenir compte de ça aussi dans le contexte. Bien sûr, il y a des âges plus faciles et des âges plus compliqués, mais on va essayer de les passer en revue progressivement. Comment parler? Avec vos propres mots. Avec vos propres mots. Il n'y a rien de tel que d'être naturel. Pas compliquer la vie, pas venir avec des grands termes, pas venir avec des termes scientifiques.
il comprend plein de choses. Vous savez, évidemment, on va parler de tout petits enfants, on va parler de tout jeunes, on va dire 1 à 3 ans, 3 à 5 ans, c'est un peu différent. Mais dès qu'on a passé ces stades-là, je serais tenté de dire, mon expérience de la vie, c'est que nos enfants, ils en savent pas mal. En tous les cas, plus que nous à leur âge. Et donc, certainement, avec vos propres mots, mais un langage adapté aux moments différents dans la vie. Moi, j'ai bien aimé quand Matt disait, pendant une promenade en voiture, par exemple, si on est bien là, oui, promenade en voiture, enfin oui, pas si le malade conduit, hein, c'est toujours un peu plus délicat. Mais bon, c'est peut-être une plaisanterie inappropriée. Parler le plus naturellement possible. Des informations qu'ils peuvent comprendre. J'ai dit peuvent tout comprendre, pas venir avec de la génétique, pas venir avec des grands mots. C'est très bien d'autosomique héréditaire, autosomique dominant, etc. Peut-être pas nécessairement faire de la génétique, pas remonter aux petites souris, ça dépend un peu où il en est dans ses cours de bio, mais raisonnablement des choses qu'il peut comprendre, sans entrer dans des détails qui finalement ne seraient que des détails inutiles qui noirraient l'information. Attention, on va venir aussi à des choses qu'il ne faut pas faire. Le cas échéant, allez-y progressivement, ne les saturez pas, allez-y à plusieurs séances. On y va, on en parle un peu, on parle d'un aspect. Tu sais, papa malade, maman malade, tu as remarqué quelque chose. Donc, bien, on y va progressivement, on donne de l'espoir. De la recherche existe, des grands savants de par le monde travaillent depuis plus de 30 ans maintenant, et ça évolue. Dans de grands hôpitaux, on fait des essais, et des essais qui sont porteurs d'espoir. Donc, quelque part, la vérité, le malade va évoluer, le malade ne va peut-être pas guérir, mais des choses se font, et pour les successeurs, il y a de l'espoir, et l'espoir fait vivre. Donc, rassurer, parce que sinon, leur imagination peut galoper. Imaginez, je prends un exemple, j'aime bien le citer parce qu'il ne concerne pas du tout Huntington, mais il exprime bien ce qu'un enfant peut ressentir dans une situation pour laquelle l'adulte est très surpris. Il s'agit d'un de mes anciens collègues, un très barguet, et lui et son épouse ont eu leur premier et seul enfant après de multiples tentatives, mais il avait plus de 45 ans et elle largement la quarantaine. Et ils ont eu un petit gamin, un et un seul. Ni lui ni elle n'avaient ni frère ni sœur. Leurs parents à tous les deux étaient morts. Donc le petit gamin s'est trouvé seul. Première question difficile qu'il pose à son père. Tu sais, papa, quand tu viens me chercher à l'école, mes petits copains, ils demandent pourquoi c'est mon grand-père qui vient me chercher et pourquoi c'est jamais mes parents. Première. La seconde question qui était plus difficile, j'ai bien compris, papa, maman, qu'il n'y a pas d'autre famille que vous. Je deviens quoi, moi, si vous arrive quelque chose? Et il devait avoir 5-6 ans. Alors, ça peut arriver aussi dans le contexte dont on vous parle. Ce n'est pas un exemple Huntington, mais c'est un exemple qui peut aider à réfléchir. Bien, ça a été dit, toujours, j'ai sauté sur le slide, mais bien toujours, quelles que soient les circonstances, bien leur dire, leur répéter, leur faire comprendre qu'on les aime, qu'on s'occupera d'eux, que quoi que ce soit qui arrive, il y aura quelqu'un qui s'occupera d'eux. Donc, répondre simplement, je l'ai dit tantôt, pas de mots techniques, pas de refus de répondre. Un refus de répondre, non, la question est trop difficile, on revient demain, oui. Non, ça c'est le truc qu'on ne veut pas dire, donc c'est grave. Donc il n'y a pas de refus. On peut prendre une échappatoire, on peut un peu gagner du temps, mais jamais refuser de répondre. Corriger aux erreurs, s'il dit, oui, mais c'est parce que, je disais, parce que toi tu prends trop de médicaments, c'est pour ça que tu es malade. Non. C'est parce que tu as eu un accident de voiture, c'est parce que tu n'aimes plus maman, c'est parce que papa, tu n'aimes plus papa, enfin peu importe, que vous êtes malade. Donc, déconstruire quand il y a des erreurs évidentes. Et faites attention au non-verbal. Vous parlez à l'enfant, il vous écoute, et puis il y a ses attitudes. Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il écoute en regardant ailleurs? Est-ce qu'il est distrait? Est-ce qu'il se dandine sur sa chaise? Donc, je ne suis pas psy, donc je ne garantis rien de ce que je dis, mais c'est comme une négociation commerciale. Vous voyez à votre interlocuteur, vous voyez ce qu'il pense de ce que vous êtes en train de lui dire.
Vous voyez ses yeux, vous voyez, il fronce les sourcils, il se gratte la tête. Bon, bref. Donc, quelque part, faites attention au non-verbal, parce que ça peut vouloir dire, vous en dites trop, n'en dites pas assez, vous lui faites peur, vous ne l'écoutez pas, vous n'avez pas son ressenti. Donc, j'ai bien noté, j'ai tout à l'heure repris l'exemple de Martin que vous avez pris, c'est très exemplatif. On est très surpris de voir qu'un gamin de 11 ans peut exprimer des sentiments pareils, et avec ces mots-là. Pardon. Avec ces mots-là. Donc, très, très attention à ça. Et je l'ai déjà dit, je le répète, puisque ce n'est pas de ma faute, c'est Matt Ellison. Quand il y a des erreurs, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc, ne mentez pas, pas de fausses promesses. Ça va aller, on va guérir, oui, ça va aller, on va partir en vacances, oui, ça va aller, on va faire... Non, non, pas de blague. Pas dire des choses que vous ne pouvez pas garantir. Si vous promettez quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez tenir. Sinon, ne le promettez pas. Ne les perturbez pas avec des questions d'argent, mais ne les éludez pas si vous êtes dans une situation où la situation familiale de la famille va se détériorer. Donc, il ne faut pas attendre qu'on soit dans la dèche pour dire que peut-être on ne vivra plus aussi bien qu'on a vécu précédemment. Ne pas attendre, si tel est le cas, ne fouillez pas les réalités, n'insistez pas trop dessus. Ils ont d'autres soucis dans la vie et pas ça. Et n'ayez pas peur de dire « je ne sais pas ». Si vous posez une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas de honte à reconnaître « je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question-là ». Et puis, utilisez les bons mots. Bon, voilà, papa, maman sont malades, on appelle ça la Corée de Huntington. Cette maladie amènera papa, maman à faire des choses qui paraissent un peu difficiles par moment. Par exemple, la Corée, par exemple, dire que même si actuellement il n'a que rarement l'un ou l'autre mouvement un petit peu choréique et colérique, choréique, que ça peut s'amplifier, que ça peut aller de façon beaucoup plus accentuée, qu'il peut oublier les choses, qu'il peut avoir des pertes d'équilibre, des difficultés à tenir l'équilibre, des difficultés à s'exprimer, à parler, des difficultés à avaler, ce qui fait qu'il ne peut plus manger la même chose que le reste de la famille atteint. Pourquoi papa ne mange pas comme nous? Parce que papa ne peut plus avaler. Hein, donc, quelque part, expliquer les choses comme on vit au sein des familles. Attention au sujet des personnes à risque selon le statut qu'il y a dans la famille et qu'il y a envers l'enfant. Donc, soyez très, très prudents dans ces matières-là. Comment affronter les incertitudes? Oui. Oui, c'est une maladie rare. C'est une maladie rare. Elle est quand même connue depuis 30 ans. Donc, elle est rare dans le nombre de personnes qu'elle touche. Elle est rare parce que la prévalence n'est pas très importante, mais elle est quand même connue. Donc, des incertitudes sur la description de la maladie, la description des symptômes et la description de l'évolution, il n'y en a plus des masses. On sait ce que c'est, on sait comment ça va évoluer, on ne sait pas comment ni soigner ni guérir, mais la description de la maladie, son évolution, l'environnement, ce qui est bon à faire, pas à faire, je reviens, faire de la gymnastique, une diététique, ne pas boire, ne pas fumer, enfin s'emmerder toute la vie, quoi, mais, et faire beaucoup de vélo, ce qu'on continue à faire. Donc, quelque part, on connaît quand même la maladie. Même si on n'a pas de réponse, est-ce qu'on va guérir, est-ce qu'on ne va pas guérir, même si on n'a pas de réponse, on peut positiver et aider l'enfant à accepter. Beaucoup de recherches sont en cours dans beaucoup de pays. Il y a de l'espoir. Et laissez l'espoir. Parce que je pense, nous, dans la communauté, nous, on y croit. Donc, faites comprendre aussi qu'il y aura une évolution dans ce que le malade va continuer à faire et essayez d'avoir des routines. À la fois pour le malade et à la fois pour l'enfant. Si on fait à la même heure la même chose, même si on ne sert pas le même repas, mais qu'on prend le repas à la même heure, il sait qu'à telle heure on prend le repas. On sait qu'à telle heure il doit revenir d'avoir été à son sport, d'avoir été joué. Donc maintenir les routines, ça maintient l'équilibre, ça maintient les points d'ancrage. On sait continuer, on sait quoi faire. Et puis soyez flexible quand c'est nécessaire. Maintenant, je disais les différents âges. J'avais dit tantôt, il n'est jamais trop tôt. N'exagérons quand même pas, mais enfin, on peut dire, même s'il n'est jamais trop tôt, on pourrait dire qu'il est parfois trop tard. Donc, jamais trop tôt. Les enfants peuvent ne pas comprendre tous les mots, mais ils captent. Les enfants ont des ondes, ont des antennes, un sixième sens, et comprennent ce qui se passe, comprennent quand une ambiance se détériore, comprennent quand il y a des bruits de voix, des éclats de voix, comprennent quand les parents ne se donnent plus des bisous, comprennent quand on ne lui donne plus des bisous. Moi, je suis très frustré quand je n'en reçois plus, par exemple. Enfin, bref. Donc, quelque part, n'économisez pas les câlins,
Soyez patient avec l'enfant s'il montre des changements quand vous lui parlez, mais toujours bien l'entourer, veiller à ce qu'il ait un bon sommeil. Ne pas faire de bruit devant les bébés, ils perçoivent un stress, ils dormiront mal si les parents s'engueulent avant que le bébé ne s'endorme. Premier âge. 3-5 ans, toujours les routines inchangées pour leur équilibre. Je rappelle mon ancien collègue avec son petit gosse. Important, il craignent d'être laissés seuls. À cet âge-là, 3-5 ans, je fais quoi si je suis tout seul? Donc, bien rassurer que toujours il y aura quelqu'un qui s'occupera d'eux. Aussi, les enfants, je ne sais pas si c'est bien dit comme c'est dit sur le slide, mais les enfants croient qu'ils ont des pouvoirs positifs ou négatifs. Il ne faut pas qu'ils imaginent que c'est par leur faute que papa, maman est devenu malade. Il ne faut pas qu'on imagine l'opération du Saint-Esprit. Donc, quelque part, eux, en tous les cas, ne sont pas la cause de ce qui se passe. Et bien les rassurer, ce n'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Quand on passe au stade un peu plus élevé, quand on arrive au... Ah, je suis toujours là. Il faut faire signe quand ça ne suit pas. Quand on est aux 5 à 11 ans, il faut aussi penser qu'à côté des questions que l'enfant se pose, il y aura les questions que les autres enfants posent. Les autres enfants qui viennent jouer à la maison et qui voient le parent malade, inévitablement vont lui demander, il a quoi ton père, il a quoi ta mère, hein, pourquoi elle est comme elle est, pourquoi elle bouge comme elle est. Est-ce qu'il est sous ton père quand il a une chorée un peu... pourquoi l'enfant ne poserait-il pas la question? Des policiers le posent en rue. Hein. Donc un enfant peut très bien poser la même question. Donc quelque part, ils auront les mêmes questions à l'école, parce que les enfants en parleront à l'école. Ils auront la même, s'ils vont au sport, ils auront le même genre de questions. Donc bien savoir qu'à cet âge-là, c'est un peu un âge où il faut vraiment commencer. Le tout premier âge, mon Dieu, entouré avec gentillesse et affection, ça va. À cet âge-ci, il faut commencer à être un peu plus attentif. Peut-être parler à l'école, peut-être dire que l'instit soit bien au courant de ce qui se passe dans la famille et qu'elle puisse aussi avoir un œil s'il y a des gosses qui se mettent à moquer d'autres, à mimer des attitudes, à mimer Quand on est plusieurs à tirer sur une corde, ben, la charge individuelle est moins lourde. Donc, quand on peut parler à l'école, ça peut être utile. Et si on constate des changements dans le vécu de l'enfant, dans son alimentation, il mange bien, il ne veut plus rien manger, il dort mal, il est nerveux, ses résultats scolaires sont en train de diminuer, il faut quand même se poser la question, est-ce que le fait qu'il soit ou ne soit pas bien informé est un signe de la cause de cette régression que l'on constate. Donc, bien toujours regarder aussi, non pas du point de vue du malade, mais du point de vue de l'enfant et du ressenti de l'enfant. Et dans des cas particuliers, quand il y a plusieurs enfants dans la famille et que certains, parce que ça peut être une famille recomposée par exemple, et que certains sont à risque et les autres ne le sont pas, se dire aussi que des questions seront posées à ce moment-là, que peut-être dans d'autres cas se posera la culpabilité du survivant. Donc, bien être tout doucement préparé à ces évolutions-là. Je pensais au sein des fratries. Bon, non, les ados, hein, je dirais, oui, c'est plutôt manga que Pif Gadget, pour reprendre deux extrêmes, ou HDYO, qui est bien fait. HDYO, c'est hdyo.org, www, c'est par les jeunes, pour les jeunes. Ce qui est publié dans un langage de jeunes, a été écrit par des jeunes, relu par des scientifiques pour éviter que ce ne soit un Facebook de Huntington. Donc, ce qui est publié est relu et validé, mais c'est écrit par des jeunes, dans un langage de jeunes. Et la plupart des gens qui écrivent sont des gens qui sont personnellement concernés par la maladie. Donc, c'est un. Alors, une petite première. Ici, avec l'équipe de Dr Simonin travaille avec d'autres partenaires à la mise en place d'un outil de communication avec les jeunes. Ce sera Huntington, et c'est une forme, on va dire, une forme de manga pour répondre aux questions qui se posent plutôt sous forme d'une BD moderne. Ça correspond à l'esprit HDIO, mais dans une forme plutôt bande dessinée. Dans le mode de communication, on a beaucoup d'espoir que ça puisse être utilisé. Sinon, il y a encore le petit mini-film pour des plus petits enfants, le petit dessin animé qui a été fait par nos collègues de la Ligue italienne, pas fait, financé par nos collègues de la Ligue italienne, que nous avons ensemble contribué à traduire en français.
et qui est disponible simplement en un clic, si on veut voir. Donc c'est une façon aussi de voir comment on peut avoir un outil pour parler de Huntington de façon facile. Et puis les ados, c'est un peu selon la maturité que vous ressentez chez votre ado, et on n'est pas toujours très bons analystes et très bons juges de la maturité de l'ado à qui on parle. Enfin, on doit pouvoir sentir ce qu'on peut lui dire, pas lui dire. Et je rappelle, attention, en âge de se reproduire, il ne faut pas qu'il fasse des conneries. Parce que c'est pour 50 ans derrière, alors. On est quasiment au bout. Ouais. Donc, si les enfants sont bien informés, bien entourés, bien rassurés, bien tranquillisés, ils peuvent améliorer leur confiance en eux, leur indépendance, leur autonomie, peuvent devenir plus responsables, peuvent accepter plus facilement des événements qui se passent dans leur famille, sont mieux armés pour affronter des circonstances de la vie, aussi plus réceptifs aux besoins des autres. Parce que nous ne sommes pas les seuls au monde, finalement, avec notre prévalence de 1 pour 10 000, il y a quand même pas mal d'autres qui ont besoin d'attention également. Mais donc, plus attentifs aux besoins des autres. Et cultiver les capacités à comprendre, à aimer une autre personne, même quand elle est un peu différente. Parce que finalement, vivre avec quelqu'un de différent, ça peut être une chance. Parce qu'il a des réactions, il a des aspects de l'environnement, des choses qui se passent, différents de quelqu'un qui n'est pas affligé de mêmes maladies. Et jamais oublier non plus qu'un malade Huntington, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il est, il sait où il va. Bien dire, c'est pas moi qui le dis, mais ça a été dit tout à l'heure, et bien faire comprendre qu'il est finalement normal d'être malade, parce que si on est, c'est la vie qui fait que si on vit, on est malade de temps en temps, parce que sinon on ne vit pas. Je me suis permis une blague un peu bébête, un peu belge tout à l'heure, en disant, quand on atteint l'âge de 70 ans, si on n'a aucune maladie, on se réveille le matin, on n'a aucune maladie, alors quelqu'un a dit, bien naïf, oh, c'est que tu as de la chance. Mais je dis, ben non, à 70 ans, si tu n'as aucune maladie, c'est que tu es mort. Enfin bref, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, j'en avais quasiment fini là. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, voilà les 2 sites, mais je suppose que les sites sont disponibles après le colloque, ils seront distribués à tout qui les voudra. Donc vous avez les adresses, notamment de HGYO et d'un livre qu'ils ont fait. Je pense qu'il est traduit. Je ne jurerai pas. Laurent, il est traduit? Je ne sais pas non plus. Non. Je suppose, j'espère. Et alors, un petit pour le voyage. Si nous sommes à l'aise avec nos craintes, il nous sera plus facile d'accepter la réalité de ce qui est ou de ce qui sera. Et c'est de Marjorie Guthrie. Merci. Beaucoup, Albert, pour cette réinterprétation du travail de Ellison. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Vous n'êtes pas obligé. Non. Vous pouvez. Mais moi, je voudrais... Je voulais juste... Oui. Je trouve que toutes les pistes que vous donnez, je trouve que c'est hyper utile aussi dans notre champ. Que ce n'est pas spécifique à la maladie de Huntington, on peut vraiment l'utiliser dans les troubles psychiques. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Je trouve que c'est simple, enfin, c'est pédagogique. Ça. Et il y a cette notion que n'importe qui peut en parler. Et je trouve que, enfin, c'est une des réflexions qui me venait suite à ce que vous disiez, Mme Verlaine, c'est que c'est difficile de trouver des spécialistes qui acceptent de parler, mais parfois on se focalise trop sur le fait que c'est des spécialistes qui doivent parler, alors que j'ai des témoignages d'enfants où c'est une voisine qui a dit un mot, qui a dit oh, ta mère, elle a des petits bonhommes qui parlent dans sa tête. Et ça lui a suffi pour comprendre quelque chose et aller bien. Donc c'est cette notion que tout le monde peut en parler, qu'il ne faut pas être un grand spécialiste pour en parler. C'est un peu l'action que nous voulons mener en association de patients. Hein. C'est éviter que
que les blouses blanches, avec tout le respect que j'ai pour elles, restent entre blouses blanches et puissent parfois avoir un autre point de vue. Ça ne change rien à l'aspect scientifique, à l'aspect technique des débats, mais nous sommes là. Je participe par exemple au comité d'éthique de l'hôpital Erasme. Je ne juge jamais un projet d'étude, qui suis-je, mais je lis les documents qu'on fait signer aux patients et je veille à ce qu'ils soient dans un langage. Je me dis, tiens, moi je suis patient lambda, on me présente ça à la lecture, est-ce que je comprends ce qu'on me fait lire? Et en général, la réponse c'est non. Le seul que j'ai signé en toute confiance, c'est celui que Christine Verheulen m'a fait signer pour participer à une rôle, parce que je sais que c'est une personne de confiance et que je pouvais signer en confiance. Voilà. Mais en général, ces documents ne sont pas lisibles par des patients. Et participant à des organisations comme celle-là et d'autres, ça permet de faire entendre la voix des patients. Et je sais que mes amis en France mènent le même travail. Nous avons la chance. D'abord, on est un peu subsidié. La Ligue belge est un peu subsidiée. C'est 3 sous, mais ils sont les bienvenus parce que sans ça, on n'existerait pas. Et donc, ça permet de mener des actions, ça permet de collaborer avec les hôpitaux de la Convention, avec le SIAC du docteur Gédidi, avec Beauvallon, avec toute l'équipe de Beauvallon et docteur Guetta. Donc, nous sommes quasiment, je vais dire, presque patients partenaires dans le suivi des malades Huntington. Et notre combat, c'est faire en sorte que d'autres pathologies bénéficient finalement de la même chance d'être entendues. C'est important. Il y avait une autre réflexion que je me suis faite en vous entendant. J'ai oublié de donner les coordonnées d'un site, mais les ados, parfois ils ne veulent pas en parler, mais ils se renseignent par eux-mêmes. Et il y a un réseau francophone des associations qui s'intéressent aux enfants, parce qu'elles existent en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg. Et il y a un site internet qui s'appelle JEF Psy, Jeunes enfants, F pour fratrie ou famille, psy, et qui donne à la fois plein d'informations, justement, comme vous dites, assez lisibles, compréhensibles sur la maladie mentale, mais il y a aussi des possibilités de chat et d'organiser aussi des réunions entre les jeunes. Donc je me dis que ça, c'est quand même une ressource, comment dire, un progrès qui est précieux, en tout cas, et il y a vraiment... Les jeunes, je pense que c'est fait pour les jeunes entre 12 et 25 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment utile, ces ressources. Mais ce que vous avez donné, 3 fois W, Talking to Kids About HD, c'est en anglais. Mais je ne sais pas, c'est pour ça que je demandais à Laurent Patersi qui est dans l'Assemblée. HDYO et en 16 langues. Donc sur ce site, oui, ok. il est en 16 langues. D'accord. Mais le livre lui-même, je n'en sais rien. Okay. Mais leur site est en 16 langues. Comme le site de EHDN, comme le site de Enroll, ce sont des... Enroll, je m'avance peut-être. Enroll est en anglais. Mais oui, HD Buzz est en une dizaine de langues, une douzaine de langues, presque en russe, on ne devrait peut-être plus aujourd'hui, mais en chinois, je crois même. Donc non, il y a plein de choses qui existent et qui sont disponibles, qui sont des autres. Il y a beaucoup d'informations qui existent, qui sont validées, qui sont disponibles, qui sont vérifiées par des gens autorisés à confirmer que c'est exact. Donc, ce n'est pas suffisamment connu. Huntington, nous avons le privilège de disposer d'un réseau mondial coordonné qui met l'information à disposition. Notre rêve, oui, j'en parlerai à la clôture tantôt pour que vous restiez, donc j'en parlerai tout à l'heure. Merci. Pour continuer sur cette session parentalité Huntington, nous allons passer à la présentation du livre destiné à aborder la maladie de Huntington avec les enfants. Donc, livre élaboré par les équipes du CRMHL et les éditions Tartampion. Pour cela, j'invite Madame Élodie Lancry, directrice des éditions Tartampion, à nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, bonjour. On m'a accordé une dizaine de minutes pour vous parler du livre Huntington chez Les Trucs et Bidules. Je crains que ça ne soit malheureusement un petit peu court pour vous expliquer le process complet de création de ce livre. Évidemment, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre sur la Corée de Huntington en elle-même.
Mais ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'après environ 270 boucles de mails, 500 heures de travail, 230 planches de dessin, l'implication d'une... C'est pas grave, je vais continuer. Donc, implication d'une 50aine de personnes. Vous allez voir les noms s'afficher normalement après. Et surtout après 3 confinements. La persévérance collective a permis à ce projet de voir le jour. Donc, je souhaite adresser mes félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin dans cette aventure éditoriale. On a réussi à élaborer un livre qui a du sens et qui, je l'espère, trouve toute sa place au sein des unités et entre les mains des petits et des grands patients. Donc, un projet comme celui-ci démontre qu'avec des compétences transversales et une implication sans faille, tout est réalisable. Donc, je voudrais adresser un merci à toutes les associations qui ont joué le jeu avec les précommandes. Et un merci tout particulier à l'équipe de centre de référence de Lille pour cette formidable expérience qui fut la nôtre. Voilà, merci à tous. C'était très court. Et donc, pour cette présentation qui est tellement courte, je ne vais pas simplement vous inviter à lire le petit livre, parce que je viens juste de commencer à le lire, et je pense que c'est vraiment un livre sympa, plein à la fois qui répond aux questions, mais avec une bienveillance qui est tout à fait marquante, et par moments beaucoup d'humour. Et donc, merci beaucoup d'avoir réalisé, toute l'équipe, les 60 personnes, si j'ai bien compris, ce petit livre. Et bon, on attend votre retour, puisque moi, je n'ai pas encore tout lu, mais je pense que vos impressions seront certainement les bienvenues. Alors, pour l'instant, on va passer à la pause café, si j'ai bien compris. Encore une petite intervention avant la pause café. Je pense qu'elle sera assez rapide aussi. Elle concerne la présentation d'un outil digitalisé à destination des adolescents par le docteur Simonin. Pardon, c'est un petit rajout au programme. C'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler qui fait la suite en fait du livre destiné aux enfants, puisque je vais passer sur tous les constats sur le vécu des enfants issus de familles Huntington qui ont déjà été largement développés, mais desquels on a souhaité réaliser ces projets qui leur sont destinés. Donc, en fait, c'est vrai que la réalisation de ces projets, c'est un peu le fruit de rencontres et on a saisi des opportunités qui s'offraient à nous pour pouvoir avancer. Donc, il y a ce livre qui a été fait effectivement avec Élodie Lancry, à l'initiative de, enfin, je ne sais pas de qui venait l'initiative, mais avec Caroline Kless qui connaissait Élodie, et ça a été un beau travail collectif. Et après, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les ados, puisque le livre, il s'adresse à des enfants jusqu'à l'entrée au collège, en fait. Et en discutant avec la responsable France du laboratoire Roche, elle était intéressés et ils nous ont aidés à mettre le projet sur pied. Donc, sachant que c'est un projet qui ne dépend pas du tout de Roche parce qu'il n'y a pas eu d'aide financière, uniquement une aide sur les moyens et sur les connaissances. Donc, on s'est aidé de leur expert en solutions digitales qui connaît bien l'usage des numériques des adolescents. Et on a questionné aussi dans notre centre et par l'intermédiaire de la Ligue belge les adolescents des familles qu'on suit sur leurs besoins sur sur un outil digital, dirons-nous. Et donc, on a pu bénéficier sur ce projet qui a été professionnalisé puisqu'on a fait appel à une boîte professionnelle
On a bénéficié d'un financement non négligeable de Brain Team. Donc, je vais vous montrer très rapidement de quoi il s'agit. C'est Huntingtown, c'est un village numérique donc destiné aux adolescents qui se veut respecter les usages digitaux des adolescents, donc essentiellement réseaux sociaux et puis des consommations un peu flash, je dirais, pas des articles de fond. Avec un design qui leur est aussi dédié, sur lequel on a pas mal discuté d'ailleurs. C'est une entreprise collective avec notamment tous nos correspondants associatifs français et belges. Et donc, l'idée, c'est d'associer un site Internet à un serveur de discussion. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, un site Internet qui est une porte d'entrée pour les ados, qui va présenter certaines questions et puis qui va les orienter vers un serveur qui s'appelle Discord. C'est un média social qui est destiné initialement aux gamers, qui a pour intérêt d'être facilement contrôlé, entre guillemets, pour l'accès. Et puis, il y a des salles de discussion auxquelles on n'accède que sur invitation. Voilà, donc ça permet de limiter l'accès de personnes qui ne seraient pas forcément concernées. Donc avec un design manga, là c'est un exemple, il y a d'autres personnages dont on espère qu'il va plaire au plus grand nombre. Et puis une animation du Discord. Ah, ça passe pas. Voilà, une animation du serveur Discord, donc qui va être faite par les spécialistes en outils numériques auxquels on a fait appel, qui s'appelle Intuiti, avec différentes thématiques d'animation sur la communauté, donc les membres, les actus, les rencontres, la vie d'ado. Tout ce qui fait une vie d'ado, quoi. Ado et aidant, sachant qu'il y a quand même énormément d'enfants, même s'ils ne sont pas tous aidants, qui le sont par nature, je dirais. Des informations, il y avait un besoin d'informations sur la maladie de Huntington, sur son évolution, sur la recherche. Et puis, l'objectif, c'était quand même de sortir ces adolescents de leur isolement ou de leur solitude, et de créer une communauté, pas pour qu'ils restent ensemble, mais plus pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres personnes qui ont un peu la même expérience de vie. Et donc, il y aura toute une partie qui sera plus culture et qui n'aura rien à voir avec le Huntington. Voilà, c'est pas quelque chose qui va tourner uniquement autour de Huntington. Donc, c'est un média qui est un petit peu plus moderne que HDYO. HDYO, HDYO, ça apporte énormément d'informations. Le problème, c'est que c'est quand même, tous les articles ne sont pas traduits en français. Et puis le design, il est relativement enfantin et plus tellement adapté à des ados actuels. Et puis il n'y a pas cet effet de communication, de blog un petit peu. Donc c'est ce qu'on essaie d'apporter un petit peu en plus. Donc il y aura une animation qui est tout à fait prévue, semaine 1, communauté, semaine 2, vie d'ado, etc., etc., de manière à ce que ce soit quelque chose de dynamique. L'objectif à long terme, c'est d'étendre ce projet à d'autres pathologies, alors neurologie, neurogénétique, enfin d'autres maladies rares en tout cas. Donc en créant d'autres petits villages, c'est un peu le principe de Discord, donc d'autres petits villages qui fonctionneront selon le même système. Voilà, c'est un outil qui se veut collectif, collaboratif et bâti pour répondre aux besoins des ados. Donc, on espère que certains pourront participer à nos réunions, comités éditoriaux, etc. Si, j'ai des candidatures.
Ceux qui veulent participer le peuvent. C'est francophone, mais donc c'est disponible pour toute la communauté francophone au-delà de la France, bien évidemment. Et donc, j'adresse mes remerciements à tous les membres de notre centre, à Roche, et puis aux associations qui nous permettent déjà d'approcher les besoins des usagers de manière différente de ce qu'on perçoit nous en consultation. Voilà. Est-ce que vous, avant le café, est-ce que vous avez une question à poser au docteur Simonin? Manifestement, elle était brillante puisque tout le monde a compris et tout le monde souhaite avoir son petit café.